Le programme, en fait, vise à placer les citoyens au cœur de la recherche, de la démarche de recherche comme telle. C'est vraiment dans une optique de dialogue sciences et de grands défis sciences et société que ce programme-là s'inscrit. C'est la troisième année, le troisième concours qui a lieu. Et on a fait un premier webinaire au mois de septembre qui était dédié plus aux citoyens et citoyennes. On va vous mettre le lien en fait dans le chat. Avant de poursuivre, je vais juste nous présenter premièrement, à part moi et Marie-Pierre, l'autre membre de l'équipe qui est au webinaire, c'est Josiane Bienvenue Parizeau. Josiane est vraiment celle qui s'est occupée et qui s'occupe encore des relations, entre autres, avec les citoyens et citoyennes, et c'est elle qui a produit, qui a été responsable du webinaire diffusé en septembre. Josiane, est-ce que tu pourrais mettre dans le chat le lien vers le webinaire en question, comme ça les gens pourront avoir accès? Dans ce webinaire-là de septembre, c'était vraiment une citoyenne qui parlait de son expérience, qui témoignait de son expérience comme chercheuse citoyenne dans le cadre d'un duo. Et donc, qu'est-ce que ça impliquait pour un citoyen ou une citoyenne de participer à ce type de programme-là? Le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est plutôt la vision du chercheur et des chercheuses qui sont impliquées dans ce type de programme-là. Qu'est-ce que ça signifie pour eux autres? Et donc, on a demandé à 3 panélistes qui ont très gentiment accepté de participer à ce programme-là, de nous parler de leur expérience. Je vais laisser Marie-Pierre vous les présenter. Tout ça pour dire que le webinaire va se passer en 2 temps. Le temps principal va être accordé au témoignage de ces panélistes-là. Pour une courte présentation de 5-7 minutes environ, et après ça, suivi d'une période d'échange. À la toute fin, dans les 15 dernières minutes, en fait, nous, on va revenir pour vous présenter le programme comme tel. Donc, ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur les détails du programme, on n'aura pas le temps de tout aborder en profondeur, mais quand même, on pourra vous donner certains détails à la toute fin du webinaire pour ceux qui veulent rester. Sinon, ben, je laisserai la parole à Marie-Pierre. Oui, alors c'est un plaisir de modérer aujourd'hui ce panéliste qui se fait, oui, avec 3 chercheurs-chercheuses, mais aussi une personne citoyenne, Madame Marie Aubin. Merci beaucoup d'être présente. Bonjour. Bonjour. On avait fait la même chose avec la personne citoyenne qui a fait son témoignage. C'est toujours intéressant garder un œil sur Madame Aubin parce que dans ses yeux, on voit des fois des réactions par rapport à ce que les chercheurs, chercheuses disent. Donc, ça peut appuyer certains propos. Donc, merci de vous prêter au jeu et je suis sûre qu'il y aura des questions pour vous aussi. Donc, sans plus attendre, on voulait vraiment que ça soit un dialogue, une discussion, une conversation. Alors, je vais inviter les panélistes à nous parler en premier lieu de pourquoi, parce que je pense que c'est important de bien comprendre le pourquoi on s'engage. Et là, ce sera le jeu de mots de la journée. On s'engage dans un programme comme engagement. Et puis, je pense rapidement, les gens veulent aussi savoir, ouais, mais moi aussi, là, j'ai une bonne raison, je sais, mais comment je fais un duo, là? Je suis un peu perdue, j'aimerais bien me trouver une personne citoyenne. Donc, on va y aller peut-être avec ces 2 aspects-là en premier. Soyez bien à l'aise, chercheurs et chercheuses, d'aller où vous voulez aller aujourd'hui, ce n'est qu'une suggestion. Et on va commencer avec un petit tour là, de table de 5 minutes sur les 2 sujets que je viens de proposer. Et on va commencer avec M. Drouin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, mon nom est Martin Drouin. Je suis professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Je suis membre d'un duo qui s'intéresse à l'influence de la participation citoyenne sur la mémoire collective des Québécoises et des Québécois. Et nous voulons répondre à cette question-là en examinant le travail réalisé par les sociétés d'histoire et les associations de patrimoine au Québec.
Moi, je travaille depuis mes études de doctorat, en fait, sur la problématique du patrimoine, à la fois dans une démarche historique et contemporaine. Mais ce qui m'intéresse le plus, ou particulièrement, devrais-je dire, c'est ce qu'on appelle la patrimonialisation, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels le patrimoine est identifié, sauvegardé, mis en valeur. Et donc, dans ce contexte-là, la place des citoyens et des citoyennes à travers les groupes de sauvegarde est extrêmement importante. Donc, lorsque le programme engagement a été annoncé, je travaillais déjà avec deux personnes, deux chercheurs, donc un chercheur hors de l'université en histoire et la présidente, directrice générale, pardon, de la Fédération Histoire Québec, qui est la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Et donc, lorsque ce programme-là a été annoncé, on trouvait que c'était une belle occasion de travailler en sciences participatives. Donc, cette question de la science participative nous a intéressés particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, moi, j'ai rencontré mon binôme, mon alter ego chercheur citoyen, Richard Smith, par le biais, par la complicité donc de la Fédération Histoire Québec. Donc, Rick est un citoyen aujourd'hui à la retraite qui a fait toute sa vie active dans le monde hospitalier en gestion et qui, petit à petit, s'est impliqué dans les sociétés locales. D'abord à l'échelle de son lieu de résidence. Et par la suite, s'est impliqué auprès de la Fédération Histoire Québec. Donc, c'est comme ça qu'on l'a connu, que je l'ai connu et on l'a connu. Et aussi, Richard est anglophone, Richard Smith, Rick, pour les intimes. Richard était aussi impliqué auprès de QAN, qui est le réseau, la Fédération des sociétés d'histoire, plus dans l'univers anglophone. Donc, on s'est mis en contact. Donc, on était mis en contact, on a discuté, on a fait les premières rencontres, puis on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qui vous intéresse et pourquoi vous impliquer? Parce on savait que le citoyen devait s'impliquer là-dedans. Puis après des discussions, mais pas très longues, a émergé cette question là de dire, mais oui, mais finalement, le travail qu'on fait, nous, dans les sociétés d'histoire, quelle résonance peut-il avoir à l'échelle plus large, à l'échelle du Québec, de cette fameuse mémoire collective des Québécois et des Québécoises. Puis vous voyez aussi par le biais peut-être anglophone de Rick et les associations dans lesquelles il était impliqué, il y avait aussi cette résonance-là qui l'intéressait. Donc, on a décidé donc de s'unir, mais de garder avec nous les deux autres personnes avec qui je travaillais. Donc, Alain, qui est un chercheur en histoire, mais hors du milieu universitaire, et Marie-France, qui est la directrice générale. Donc, on a décidé de se dire, on va travailler en duo, mais aussi en quatuor. Donc, on a appelé ça notre comité de suivi. Donc, on se réunit soit à 2, soit à 4. Puis on s'est dit, comme on veut travailler sur un sujet qui est quand même assez large à l'échelle du Québec, on a décidé même de créer un comité consultatif. Donc paritaire, à la fois la moitié de chercheurs universitaires, mais à l'extérieur de l'UQAM, certains de l'UQAM, mais aussi à l'extérieur. Donc, on est allé chercher des chercheurs à l'UQAC et à Rimouski, à l'UQAR, puis on a été chercher aussi des membres des sociétés d'histoire à travers nos réseaux de contacts, etc., là, pour former ce comité consultatif de 12 personnes. Donc, on s'est dit avec ça, ce travail collaboratif va nous permettre ensemble là, d'avancer dans ce travail, puis d'être capable de briser. Moi, je voulais que le citoyen soit à l'aise avec moi en tant que chercheur universitaire, et je trouvais que une façon de le faire était justement de travailler avec des groupes variables. Donc, il y avait différents intervenants. Donc, il n'était pas seul de citoyen. Il y avait d'autres gens comme lui. Puis comme ça, on pouvait avancer dans le processus. Juste un mot. Oui, vas-y. Peut-être un petit, on va revenir, on va refaire un tour de table, puis je trouve que ça met bien la table là, pour les autres intervenants aussi. Donc, si je résume bien, c'est le citoyen ou l'association qui sont allés vers vous. Donc, ça, c'est possible. On dit toujours à la personne citoyenne, allez-y. Le Québec regorge de personnes potentielles pour être un duo avec vous. Et ce que je note aussi, c'est que vous êtes allé étendre votre duo, chercher des gens aussi citoyens pour rendre à l'aise. J'aime beaucoup ça. Donc, je me tourne maintenant vers Madame Solé pour avoir un peu, vous, pourquoi et comment vous avez créé votre duo.
Oui, alors bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors donc, moi je m'appelle Laure Sollet, je suis professeure à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Puis moi je suis dans un département de sciences sociales, donc économie, agroéconomie et sciences de la consommation. Et je fais partie d'un duo qui s'intéresse à la question de l'éco-responsabilité, donc des choix individuels des citoyens euh, vers on espère, des modes de vie et puis des façons de prendre ces décisions qui sont plus favorables à notre environnement. Et alors, pourquoi je suis rentrée dans le programme engagement et comment? Je dirais qu'il y a deux grands motifs. Le premier, il est scientifique et le deuxième est personnel. Enfin, je sais pas, c'est pas dans un ordre particulier. Je vais peut-être aller d'abord vers la motivation personnelle. C'est quand j'ai entendu parler du programme engagement, on était dans un contexte dans lequel il y avait. Moi, j'ai eu une prise de conscience de l'importance de faire plus de liens entre la science et la société, parce que il y avait toute cette défiance envers la science dans différents domaines, et notamment le domaine climatique. Et moi, ça vient me chercher par rapport à mes thématiques de recherche. Et je me suis dit, c'est peut-être qu'on ne fait pas suffisamment bien le lien, et j'ai trouvé que ce programme était une façon d'aller peut-être améliorer cet aspect-là. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Et puis, par ailleurs, j'étais, en termes, cette fois-ci, scientifiques, à un point de ma recherche où les sciences participatives éveillaient mon intérêt, parce que moi, je suis dans une branche des sciences économiques qui finalement cherche à comprendre et puis à prendre au sérieux, on va dire, les liens entre les comportements des citoyens, des consommateurs, et puis le contexte dans lequel ils prennent leurs décisions. Et puis, en cherchant à comprendre ces liens, l'idée, c'est aussi de chercher à comprendre comment, finalement, connaissant ces liens, on peut construire des meilleurs contextes de décision, c'est-à-dire rendre les choix les plus judicieux, les plus faciles aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle les nudges. Alors, certains en ont peut-être déjà entendu parler, mais l'idée de rendre le meilleur choix le plus facile, ça paraît séduisant, mais il y a aussi une objection majeure éthique à ça. Dans mon domaine, c'est celui de la légitimité de celui ou celle qui décide finalement d'être l'architecte des choix des citoyens, c'est-à-dire celui qui va décider de quel est le meilleur choix pour concevoir un environnement de choix favorable. Alors, cette objection, elle existe dans les sciences économiques, mais on est un peu face à un mur. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas tenter d'aller utiliser les sciences participatives pour faire avancer les choses, en disant, est-ce qu'on peut rendre finalement plus légitime ce type de programme en allant intégrer la voix du citoyen également dans la conception de ces interventions, puis un petit peu plus que ça, dans la conception de la science derrière ces interventions. Donc, c'est un peu comme ça que je suis partie dans le programme engagement. Puis pour moi, moi, ce n'est pas des citoyens qui sont venus me chercher, mais pour moi, tout est parti de la liste des questions. J'ai lu la liste des questions. J'étais dans ce questionnement pour moi, me dire j'aimerais bien travailler plus en sciences participatives. Je vais aller voir la liste. Et puis, je suis allée voir la liste et il y a une question, celle de Marie-Hélène, qui m'a vraiment tout de suite comme popé là aux yeux. Parce que c'était vraiment exactement dans mon domaine, et puis ça résonnait. Et je dirais que la première étape, ça a été de prendre contact avec cette citoyenne, et puis je dirais que c'est le test ultime, c'est est-ce qu'on arrive à se parler, c'est-à-dire est-ce que quand je lui parle et quand elle me parle, on parle de la même chose, et puis est-ce qu'on est capable de construire ensemble la proposition pour répondre à l'appel à la proposition d'engagement. Puis nous, ça a très bien marché, très vite, la mayonnaise a pris, et puis on a réussi à constituer ce duo. Alors, sa question, on s'est rendu compte qu'en fait, la façon dont elle était formulée, moi, ça faisait appel à des choses, c'était pas ce qu'elle avait en tête, donc on l'a reformulée ensemble, mais ça a été assez vite et assez bien. Et voilà, je pense que sur la partie monter mon duo, je vais m'arrêter là, mais globalement, c'est ça l'histoire. Parfait, vous êtes toutes les deux sur un 5 minutes, donc il y a un grand défi pour David de rester dans le 5 minutes exact aussi, mais j'entends bien que c'est intéressant, puis je suis sûre que c'est José qui avait sélectionné les duos de cette manière-là, mais d'avoir l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire
d'aller en mode séduction, trouver une personne citoyenne. Et je pense que l'idée de trouver un langage commun dès le départ, c'est le premier défi, j'imagine. Ben, ça en dit long sur est-ce qu'on va être capable de construire un projet et si on est capable de le déposer, c'est prometteur. Donc, David, à votre tour. Donc, je vais essayer de relever le défi des 5 minutes alors. D'abord, je vais vite me présenter, mais on a préparé comme un échange avec Maryse Aubin qui est présente aujourd'hui. Donc, on va discuter ensemble durant ces 5 minutes. Donc, moi, je m'appelle David Auger, donc je suis psychologue. Je travaille au centre de recherche de Maisonneuve-Rosemont à Montréal et je suis professeur adjoint de clinique en faculté de médecine, en anesthésie et médecine de la douleur à l'Université de Montréal. Donc, dans ce qu'on va vous présenter avec Marie, c'est comment est-ce qu'on a créé la collaboration, comment est-ce qu'on a intégré Maryse au programme de recherche, comment le plan a été développé. Et puis, on va également vous parler des défis et de la valeur ajoutée du programme. Je vais laisser Maryse se présenter puis commencer à parler de la collaboration. Alors, mon nom, c'est Maryse Aubin. Moi, je souffre de douleurs chroniques depuis un bon moment. Alors, j'ai eu un traitement en hypnose. J'ai suivi un traitement en hypnose. Puis, suite à cette expérience-là, je me suis demandé comment ce traitement-là pourrait m'aider avec ma douleur chronique. C'est quoi les effets que ça a sur le cerveau? C'est quoi l'efficacité de ce traitement-là? Alors, c'est ça qui m'a poussée à lancer ma question là, au fond de recherche. Et donc, comme on aime bien les défis, on a relevé ce défi. Et donc, on a développé à partir de… C'est intéressant parce qu'effectivement, je fais de la recherche clinique, donc les questions de recherche partent toujours de la clinique. Donc, on a rencontré Maryse qui avait cette question de recherche ou cette question clinique par rapport à l'hypnose. Et donc, à partir de là, on a développé ensemble un programme de recherche qui portait sur les effets de l'hypnose médicale dans la gestion de la douleur chronique. Donc, c'est un intérêt également qu'on a par rapport dans notre laboratoire au développement de programmes d'intervention en hypnose. En règle générale, on travaille notamment en cancérologie aussi. Donc, à partir de là, on a commencé à développer un programme. Et c'est vraiment dans le cadre de cette collaboration naissante que Maryse, en fait, est devenue, alors c'est intéressant parce qu'elle est citoyenne, est devenue une patiente partenaire à part entière de notre programme parce que toutes les idées qu'elle a en tant que patiente, elle est venue les apporter également dans d'autres projets qu'on est en train de continuer à… Donc, le programme engagement, il a permis le développement de ce projet, mais il va en permettre plein d'autres aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était assez intéressant dans ce cas de figure-ci. Alors ici, l'objectif aussi, dans le cadre de ce projet, donc on a vraiment développé un programme, on a voulu intégrer Maryse de manière complète dans le projet, donc toutes les étapes de développement de programme, à partir de la revue de la littérature jusqu'aux études qualitatives, Maryse a pu y participer. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, généralement, lorsqu'on fait de la recherche, on est toujours pris un peu dans nos pensées de chercheurs. Et là, même les questions qu'on peut se poser dans une étude qualitative, elles peuvent être biaisées par nos idées, alors que là, avec une citoyenne, pas du tout. Donc, c'est très complémentaire. Donc, on a vraiment conduit toutes les différentes études à ce niveau-là avec elle. Et aussi intégrer dans d'autres projets, d'autres usagers. Donc, c'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, on a ce programme de recherche, hypnose, gestion de douleur chronique. On a d'autres projets où Maryse nous a aidé également à intégrer d'autres usagers en cancérologie, entre autres, donc pour pouvoir poursuivre également nos projets, en fait. Donc, voilà, au niveau du développement, donc c'est vraiment… Le développement, il est vraiment parti de la question de recherche posée par la citoyenne. Donc, comment est-ce quels sont les effets de la douleur chronique? C'est vraiment cette question-là qui a ouvert le champ d'investigation. Puis, à partir de là, on a proposé à Maryse, elle va en parler, de rencontrer différents chercheurs dans le domaine, parce qu'on est une équipe multidisciplinaire avec des chercheurs en neurosciences, des chercheurs cliniciens. Et donc, Maryse a rencontré ces gens pour pouvoir construire le projet. Je vous laisse peut-être prendre la suite. J'ai rencontré 2 chercheurs en neurosciences. Puis, j'ai réalisé à quel point il faut être rigoureux et transparent avec la communauté scientifique quand on fait des recherches. Et ce qui est fascinant, c'est que le FRQ, ça me donne la possibilité de m'ouvrir à un monde que je ne connaissais pas du tout. J'envisageais même pas l'ampleur de la tâche
pour un scientifique. Je ne savais pas du tout ce que c'était que ce travail-là. Et ça me donne l'opportunité de connaître des champs de compétences des chercheurs, puis de comprendre en quoi consiste leur travail. Puis, même en discutant avec les deux chercheurs, il y avait M. Rainville et M. Landry. J'ai été familiarisée aux critères de recherche. Le critère de la méta-analyse, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai appris j'ai vu que c'était un travail qui était très, très, très méticuleux. On m'a parlé de la façon dont on fait une méta-analyse, pourquoi on doit faire une méta-analyse. J'ai compris que c'était une méthode scientifique qui avait pour but d'analyser les résultats de plusieurs études. Puis, on m'a parlé qu'à l'intérieur de la méta-analyse, il y avait il fallait faire attention aux billets de tiroir, aux billets de publication. C'était des mots que je connaissais dans d'autres significations, un autre sens littéraire, mais ça, pour moi, c'était tout à fait nouveau. Lors d'une rencontre aussi avec le bibliothécaire médical du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, j'ai constaté tout le travail qu'on doit faire pour obtenir une synthèse des connaissances sur un seul sujet de recherche. Alors ça, pour moi, ça aussi, c'était nouveau. On a mis un programme en place et le programme qui a été mis en place, il doit être évalué. Puis pour le faire, on m'a expliqué qu'il faut que les chercheurs estiment le niveau de variabilité chez les patients parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Encore là, c'était vraiment là, m'ouvrir à quelque chose. C'est comme ça me donne la possibilité à moi d'entrer dans un champ de connaissances qui est vaste, qui est immense, puis que je ne connaissais pas du tout. Et, Maryse, je vous remercie beaucoup de nous expliquer tout ça parce que je pense que ça nous amène à un point qui est important pour le programme engagement, c'est-à-dire la première année est vraiment faite pour se comprendre, faire connaissance, pour que de votre côté, vous puissiez découvrir des choses, mais aussi du côté de David qui découvre ce que ça veut dire de travailler avec vous, avec l'équipe au complet, vous intégrer. Donc, pour l'instant, si jamais il y a déjà des questions, là, que les personnes sont en train de nous écouter et aimeraient poser des questions, on est dans la capacité de les prendre. Sinon, tranquillement, je vais aller je vais redonner ma parole à David parce que je ne veux pas vous couper trop sec, mais je pense qu'on arrive au point où comment vous avez intégré la question dans votre programmation de recherche? Parce que pour les chercheurs, ça, c'est peut-être quelque chose qui... Ouais, mais là, j'aimerais ça accueillir ça, ce projet-là, mais comment je vais faire pour l'intégrer? Puis moi, j'aime toujours si vous avez une anecdote du style, si la personne citoyenne n'avait pas été là, on n'aurait jamais pris tel tournant ou on n'aurait jamais mis telle question sur le questionnaire. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est ma retombée de l'année, puis je trouve ça incroyable parce que la première année, puis même la deuxième, ce n'est pas des attentes de grosses publications c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, David, je vous redonne la parole parce que je ne vois pas de questions brûlantes qui sortent dans la discussion, mais ne vous gênez pas, le chercheur, chercheuse, et même s'il y a des citoyens qui veulent rajouter quelque chose, on garde un œil sur la discussion, sur le chat. C'est une excellente question parce qu'effectivement, avant ce programme, je développais des interventions en tant que clinicien et je les testais dans mes projets de recherche. Donc, c'est-à-dire que les cliniciens et les chercheurs se réunissent et ont développé à partir de la revue de la littérature des interventions pour pouvoir améliorer les effets de l'hypnose ou d'autres types d'interventions psychologiques. À partir de maintenant, on va co-créer les programmes avec les patients. C'est-à-dire que ce que ça a apporté, c'est ça, c'est que Maryse a permis de donner son avis en tant que patiente aussi, parce qu'elle, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle souffre de douleurs chroniques. En tant que patiente, en tant que citoyenne, elle a donné son avis. Et je trouve que construire un programme d'intervention en collaboration directe, donc on parle de co-construction avec les patients, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. On gagne du temps, en fait, dans la validation de nos programmes. Donc, c'est ça que ça a amené, en fait. Ça a vraiment amené ça, cette co-création. Puis ensemble, et alors, le pauvre Maryse, on lui a donné des mots de tête avec toutes ces méthodologies dont elle vous a parlé. On a vraiment ensuite défini un programme d'évaluation. Et ce que ça a apporté aussi à notre laboratoire, c'est tout le travail que les étudiants ont eu pour pouvoir expliquer aussi à Maryse
parce qu'il faut quand même, on a tendance à être pris dans notre jargon de chercheurs aussi, puis pouvoir présenter les techniques, les techniques notamment en neurosciences, en mots simples pour pouvoir l'expliquer. C'est quelque chose qui est qui apprend également beaucoup aux participants, en fait. Donc, mais ce que je retiens surtout, c'est ça, c'est la co-création. Et d'ailleurs, c'est devenu une obligation maintenant dans le laboratoire d'impliquer des patients et d'impliquer des usagers, en fait, au programme, parce que c'est clair qu'on gagne énormément en qualité. Je vais donner la parole, je refais le chemin de l'autre sens, mais mais peut-être aussi, je pense qu'il y en a qui voudraient savoir à quoi s'attendre. Tu sais, travailler avec une personne citoyenne, combien d'heures semaine? Est-ce que c'est toutes les semaines? Comment on gère? Ça ressemble à quoi? Puis Maryse, là, ne vous gênez pas à rajouter par-dessus, mais est-ce que ça ressemble à avoir un loisir, aller au gym 3 fois par semaine? C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'il faut assurer d'avoir dans son laboratoire pour bien recevoir la personne aussi? Donc, ça, c'est d'autres questions, je pense qu'on va commencer à voir apparaître là. Donc, Laure, à toi la parole. Je ne sais pas si je réponds du coup à cette question-là, cette dernière question, ou plutôt un peu… Reprendre là où vous voulez, il n'y a pas de problème. OK. Moi, alors je vais remettre mes idées en place. Je pense qu'en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on a trouvé d'excitant cette année? Moi, je ne pars pas du tout du même domaine que David, notamment. Dans mon domaine, à moi, les sciences économiques, on n'a pas tellement l'habitude d'aller chercher nos individus qu'on étudie pourtant de près pour les mettre dans notre recherche. Donc, pour moi, en fait, la première question que je me suis posée en tant que scientifique, c'est qu'est-ce que c'est que de la recherche participative en économie et comment ça se fait, ce truc-là? C'est-à-dire, pour moi, l'image que j'avais de la recherche participative, c'était surtout, effectivement, alors, dans le domaine médical, les associations de patients qui participent activement au protocole, puis dans le domaine de la vraie science, de la biologie, etc., des gens qui vont ramasser des galets sur une plage pour savoir le gabarit, etc. Mais alors en économie, je ne savais pas trop ce que c'était que cet objet-là. En tout cas, pas dans mon domaine à moi, dans ma branche à moi. Alors, ça a été toute une aventure intellectuelle de réfléchir à cette question. Et puis, je crois qu'on commence à avoir trouvé des éléments de réponse et puis on est et puis je dis on parce que c'est vraiment avec la citoyenne qu'on a développé ça. On commence à vraiment entrevoir le bénéfice de faire finalement des citoyens notre principale unité de recherche. Donc, on l'appelle la Nudge Unit citoyenne. Alors ça, évidemment, c'est entre nous, mais c'est vrai qu'on a vraiment, on a vu à un moment, on a eu cette idée qui nous est apparue. Alors, comment on a fait ça? Moi, la citoyenne Marie-Hélène, je l'ai mise au travail. Je lui ai donné des lectures comme si c'était une étudiante graduée, sauf que évidemment, c'est pas une étudiante graduée. Alors, je lui ai fait lire tous les mois, elle avait une liste de lectures, puis tous les mois, on se faisait une grosse après-midi où elle me disait ce qu'elle avait compris, ce qu'elle avait retenu, ce qu'elle avait appris, ce qu'il avait surpris, etc. Et puis, on discutait vraiment sur le contenu. Et puis, elle, ça lui a apporté, alors, je pense, comme Maryse le disait, elle a découvert à quel point c'était rigoureux, systématique, la recherche. Et puis, au début, j'avais visé un peu trop. Alors, je lui ai donné des articles vraiment difficiles. Et puis, je me suis rendu compte, elle m'a dit, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à les lire. Alors, je suis repartie dans des choses vulgarisées. Mais on est revenu après à des choses plus costauds. Et puis, alors je ne veux pas parler pour elle, mais je pense que c'est vraiment l'une des découvertes, ça a été le fait que justement, derrière la science, il y a toute une mécanique et il y a il y a des critères de rigueur, etc., qui n'apparaissent pas forcément dans le résultat final. Et puis pour moi, ça a été finalement de comprendre où est-ce que se situait l'intérêt de ce que je faisais directement pour les citoyens. Parce que parfois, il y a des choses, ça me paraît moins évident à force de les enseigner, à force de rechercher dessus. Mais finalement, Marie-Hélène, à plusieurs reprises, elle va dire, j'ai lu ça. Si les gens savaient plus cette chose-là, qu'est-ce que ce serait bien, qu'est-ce que ce serait bien. Et on a eu l'idée pour la phase suivante, vraiment de développer
un programme de vulgarisation à l'attention des citoyens. Ce n'était pas le but au départ, mais en fait, la lecture dirigée, ça l'a tellement amené à dire il y a peut-être 4-5 grandes idées là, il faudrait que tout le monde les connaisse. Et donc, on est parti aussi sur cette idée-là. Donc, je ne sais pas si je pense que j'ai un peu digressé. Oui. Non, on est directement là où on veut être. C'est parfait. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez trouvé une méthodologie de travail aussi ensemble et vous avez trouvé des points de discussion. Donc, vous avez été capable de rattacher précisément dans votre programmation de recherche la personne citoyenne, elle s'attache à quelle thématique ou à quelle discussion? Quand est-ce que je l'embarque avec moi et tout? Donc, c'est bien, mais j'irai vers Martin. De votre côté, ça s'est passé comment? Ça a été et c'est encore une magnifique aventure. Lorsqu'on a présenté donc le projet à phase 1, donc c'est une recherche assez classique là, en sciences humaines, etc. On allait revue de la littérature, puis on avançait doucement, puis etc. Mais moi, ce que j'ai réalisé assez rapidement avec le citoyen, c'est que oui, c'était intéressant, la revue de la littérature, mais il avait le goût, en fait. Il y avait une espèce d'intérêt pour aller rapidement sur le terrain, pour essayer d'entrer en contact avec cette réalité-là des sociétés d'histoire et des associations de patrimoine. Et donc, il y avait aussi tout l'intérêt pour la phase 2, donc on devait déposer pour la phase 2. Donc, assez rapidement, on a un peu court-circuité ce que j'avais imaginé, ce qu'on avait imaginé à la base, pour inverser un peu le processus méthodologique, en fait, d'une recherche plus classique, là, déductive. On a brassé ça, puis on a mis en place plus une méthodologie plus type enracinée, où là, on est embarqué sur le terrain, puis on s'est dit, il faut assez rapidement aller tester nos choses pour que l'année prochaine, on puisse rapidement être opérationnel. Parce que là, notre méthode, là, ça nous ralentissait trop, puis je perdais des joueurs. Donc là, il y a une question d'intérêt là, qui était là. Donc, on s'est reviré assez rapidement. Puis là, on a lancé pour l'été, en fait, l'été qui vient de se terminer, 2 grands chantiers, une grande recherche qualitative, donc un questionnaire qu'on a envoyé aux sociétés d'histoire membres de la Fédération d'Histoire Québec. Évidemment, Rick a relu les questions, on a discuté, il y a des choses qu'il comprenait pas, tu t'exploites. Évidemment, il y a tout le jargon plus scientifique, puis ce que lui comprenait. Donc, évidemment, tout le questionnaire a été réadapté, réécrit grâce à sa participation. Puis, l'autre recherche, type plus qualitative, où là, on a embauché des étudiants pour aller rencontrer des représentants d'organismes sur le terrain. Encore une fois, là, on a fait un pré-test avec Rick, qui déjà, lui, était membre de société, dit non, ça ne marche pas, ils comprendront pas ça, etc., etc. Donc, on était vraiment dans l'interaction et ça, c'était extrêmement fascinant et super le fun pour nous. Donc, ce que je retiens de ça, c'est l'adaptabilité du chercheur, hein, ne pas avoir peur de dire, bon, OK, c'est comme ça que j'aurais fait tout seul, mais je suis pas tout seul, j'étais avec Rick, je suis avec mon groupe, donc on revoit nos processus pour les adapter puis pour poursuivre le chemin. L'apport inestimable de ce savoir expérientiel de ce citoyen qui est impliqué depuis 25 ans dans les sociétés d'histoire et les associations de patrimoine, qui n'a pas un regard scientifique sur celle-ci, mais il y a un savoir expérientiel extrêmement précieux pour moi et pour nous. Donc là, on est en train de tout mettre ça en place et je vous dirais que l'autre aspect extrêmement le fun de cette idée de science participative, pour reprendre un peu ce que Laure présentait. Moi, dans mon domaine, les sociétés d'histoire, organisations de patrimoine, historiquement, celle-ci avait été étudiée à travers la lunette de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a nos sociétés d'histoire, puis à travers le temps, on a les universités, puis des chercheurs, et donc, graduellement, on a les sortes de déclassement ou de déqualification des sociétés d'histoire qui deviennent amateurs face aux professionnels à l'université. Et donc, nos sciences participatives nous ont permis de changer le paradigme avec lequel on veut étudier les sociétés d'histoire, les associations de patrimoine à travers
j'aime mieux l'appellation science citoyenne dans ce contexte-là, en disant, ben, ce qu'ils font, c'est de la science citoyenne, en fait. Et ils doivent, avec les bons et les mauvais côtés que cela apporte, comme à l'université, on a des bons et des mauvais côtés de notre science que l'on met en place, ben, il faut les étudier en tant que tels à travers les lunettes des sciences participatives ou des sciences citoyennes. Et ça, ce paradigme-là nous a beaucoup enchantés, en fait, à travers de dire, ben, il faut prendre à bras-le-corps ce phénomène-là pour ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, bien sûr. Et je pense que ça va nous permettre de porter un éclairage intéressant sur ces sociétés d'histoire, et d'autant plus que, justement, la phase 2, là, de mise en action est basée sur cette idée de science participative. C'est-à-dire, on s'est dit, ben, si on veut travailler à une échelle large du Québec, on peut pas juste par nos petits moyens, avec d'attaquer ce phénomène-là. Il faut absolument travailler avec les sociétés d'histoire elles-mêmes et trouver des méthodes où elles-mêmes vont participer, en fait, au-delà de la collecte, mais à un processus réflexif qui vont nous permettre de répondre à la fameuse question que Rick a posée à la base. Donc, il y a vraiment tout un cheminement autour des sciences participatives, sciences citoyennes, qui, moi, m'a transformé en cours de route. Franchement, c'est un très, très bel apprentissage pour moi. Merci beaucoup. Je pense que ça nous amène tranquillement vers la période de questions. On commence à voir apparaître quelques questions. Je veux juste peut-être clarifier quelque chose à ce moment-ci parce qu'on n'a pas commencé par les règles de programme, mais vous entendez parler de phase 1 et de phase 2, donc parfois phase démarrage, phase action. Sachez que, dans le fond, le programme est fait sur 2 ans avec un instant de mi-parcours où on demande une mise à jour. De type entrevue, pour l'instant, c'est ce qu'on a essayé d'instaurer. C'est juste faire le point, pouvoir se faire entendre par des gens qui sont habitués à la science participative, pour voir que, bon, la motivation est là, tout est correct, tout est en ligne. Il y a eu un plan de familiariser tout ça. Maintenant, on propose quelque chose pour l'année qui s'en vient. Il y a des livrables, vous n'êtes pas en compétition, il y a assez d'argent pour continuer tous les projets. Donc, il y a vraiment une espèce de mi-parcours là, que j'appellerais ça. Donc, c'est ce à quoi les gens réfèrent ici et là dans la discussion. Avant qu'on aille pour les questions, puis je pense qu'on va vouloir aussi arriver à quelque part sur l'admissibilité, les choses un peu plus procédurales, mais j'aimerais donner la parole à Maryse, peut-être pour nous dire justement l'aspect qui n'est pas ressorti encore, mais à quoi on peut s'attendre d'un travail avec une personne citoyenne? Ça ressemble à quoi mettre dans son quotidien en tant que citoyenne des heures de côté pour pouvoir faire des va-et-vient avec des chercheurs et des chercheuses. Donc, ça ressemblait à quoi de votre côté? Ça sera un N égale 1, c'est-à-dire un échantillon de 1, mais vous pourrez rajouter s'il y a quelque chose à ajouter du côté des chercheurs. Je pourrais dire que David a pris au pied de la lettre les mots sciences participatives, c'est-à-dire que je participe. Il me fait participer à presque tout ce qu'il prépare, mais je trouve ça bien. Ça demande du travail, c'est certain. Dans ma semaine, c'est vrai que je suis un petit peu intense peut-être, mais j'aime aller au fond des choses. Quand on me demande de lire quelque chose, je vais le lire. Ça demande du travail dans une semaine. Mais je trouve ça bien, bien intéressant parce que les chercheurs ont pris le temps de... Vous savez, c'est comme une collaboration linéaire. C'est pas... au début, c'est sûr, tu sais, les chercheurs sont tellement dans leur domaine, je me disais, ils n'arriveront pas à comprendre ce que moi je veux, ma demande, mais non, au contraire, la collaboration, c'est bien fait, puis les chercheurs sont capables de vulgariser leur recherche pour que nous, on puisse comprendre, que ce soit dans mes mots. Puis moi, ça m'amène à faire plus de recherche de mon côté aussi. Mais oui, ça demande du travail, ça demande d'être assidu parce qu'on a des rencontres. La motivation est toujours là, l'intérêt est là. Et David, dans son équipe, il me fait sentir importante dans le sens que les travaux sont mis alentour
de la question que j'ai posée. Donc, on voit que c'est vraiment ma question là, qui fait en sorte qu'on développe un programme de ce type-là. Puis, c'est très intéressant. Mais je dirais que c'est plusieurs heures que je travaille par semaine. Oui, puis Mais je suis toujours en contact. Oui, excellent. Ben, j'imagine aussi que quand vous partez pour 2-3 semaines, eh bien, vous pouvez laisser tout derrière comme n'importe quel chercheur qui a le droit de prendre des vacances et ensuite on revient. Et il y a toujours une petite flexibilité universitaire autour de ça. Je ne veux pas prendre trop de place. Je dirais que ça conclut à peu près. On n'a pas abordé trop les défis ou les facilitants. Alors, j'ai l'impression peut-être que les questions vont nous amener vers ça. Josée, est-ce que je te laisse peut-être poser la question qu'il y avait déjà dans le chat? Puis là, allez-y, ne vous gênez pas si vous voulez en apprendre plus. On a quelques minutes, puis ensuite, il faut se garder à peu près un 10 minutes minimum là, pour pouvoir vous parler un peu des règles comme telles. D'accord. Donc, il y a une question, c'est est-ce que la participation citoyenne à la recherche est-elle plus efficace quand elle représente une intrusion, entre guillemets, dans un projet ou les projets d'un groupe de recherche, ou lorsque la question que pose cette participation amène un chercheur ou les chercheurs à formuler un tout nouveau projet, jusque-là insoupçonné? Donc, est-ce que d'une part, c'est une intrusion ou quelque chose comme ça, ou ça l'aide à reformuler des nouveaux projets qui seraient insoupçonnés au point de départ? Et je pense que certains panélistes qui ont évoqué un peu la chose de ce côté-là, là, si je comprends bien la question. Ben, je commencerai peut-être en disant, ben, moi, j'ai pas vu j'ai vécu juste un côté, là. Moi, je suis plus la version intrusion dans un, mais même, en tout cas pour moi, même si la question s'est greffée à des choses que je faisais déjà, elle a transformé en fait le projet qu'on avait à l'origine. En fait, le projet qui est présenté, qui va être fait finalement, ne serait pas ce qu'il est sans la part de mon binôme citoyen, qui a, par son regard, par ses questions, par plein de choses, a transformé en fait notre processus de recherche. Est-ce que Laure, vous vouliez intervenir? Oui, bah, pour renforcer ce qui a été dit, parce que je pense que le terme de changement de paradigme, il est vraiment très adapté à ce que moi j'ai vécu, en tout cas par rapport au programme. Bon, je sais pas après on peut discuter de ce que c'est qu'une recherche efficace, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment de comprendre aussi comment la recherche, la science citoyenne peut aider à faire avancer les choses, en particulier sur des questions complexes comme celle de l'éco-responsabilité dans mon cas. Donc, c'est vraiment plus dans cet esprit-là que je le vois. Après, c'est ça, je pense que je resterai vraiment sur l'idée qu'on n'est pas tout à fait la même personne quand on s'engage dans ce genre de démarche. La prochaine question est plutôt par rapport à l'admissibilité, donc je la garderai peut-être une fois qu'on va avoir passé l'admissibilité, mais peut-être nous dire plus précisément des exemples de personnes que vous pensez là. Donc, je pense que c'est Martine qui avait un commentaire. Quel genre de personnes sont exclues? Puis ensuite, on pourra peut-être pouvoir mieux vous éclairer, puis on peut même faire un appel là, si c'est un cas très particulier pour lequel on pourrait discuter du point de vue admissibilité. Donc voilà, je pense que les questions d'admissibilité qui commencent, donc c'est parfait. On va clore le panel officiellement. Vous pouvez rester ou partir selon vos besoins, là, mais on vous remercie vraiment énormément d'avoir témoigné de qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de ce programme-là, puis de s'embarquer là-dedans, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire. Donc, tranquillement, j'irai vers les questions qui commencent à être posées. Josée, si tu veux y aller avec celle de Julie, peut-être, on peut peut-être voir si on peut répondre. Puis ensuite, on peut mettre les diapos. Bonjour. Donc, y a-t-il de l'expérience avec des jeunes citoyens? Donc, de ce côté-là, l'admissibilité, ça fait appel aux règles d'admissibilité. Je vais montrer le diaporama, je vais partir ça, puis les questions, on tentera d'y répondre par la suite. Donc, je vais essayer de partager, je dis bien essayer, de partager mon écran avec mon grand talent Zoom. Allons-y.
Mais je peux déjà prendre pendant que la magie s'opère, je peux déjà dire que pour l'instant, le choix était vraiment d'aller avec des personnes de plus de 19 ans, de 19 ans au mois, donc majeures. Et c'est une décision pour l'instant, juste pour faciliter, vous savez qu'il y a une compensation citoyenne aussi, donc on s'assure que la personne citoyenne qui donne de son temps, de son expérience, est aussi rémunérée pour ce qu'elle fait. Et là, d'aller en bas de cet âge-là, ça serait peut-être compliqué, mais ça ne dit pas qu'on ne va pas faire une version jeunesse. C'est toujours une possibilité, donc on le prend en note. Donc oui, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas dans les cartons. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation? Oui. Parfait. Donc, vraiment, on tombe dans la partie un peu plus programme comme tel là, d'engagement. En espérant que ça fonctionne bien, voilà. Très brièvement, on va rappeler le contexte, mais les gens l'ont tellement bien défini, les objectifs. On va parler du processus des dates importantes et des questions qui semblent vous intéresser au niveau de l'admissibilité et les critères d'évaluation. Donc, le programme s'est développé parce que les fonds avaient vraiment la volonté de placer les citoyens et les citoyennes non familiers avec le milieu de la recherche au cœur de la démarche scientifique. Et donc, on a choisi de mettre sur pied un programme de sciences participatives qui implique les citoyens et les citoyennes, comme vous l'avez constaté, de façon très active dans le processus de recherche pour générer de nouvelles connaissances et aussi une meilleure compréhension de ce processus, comme l'a bien témoigné Mme Aubin. Le programme s'adresse aux chercheurs et chercheuses aussi qui veulent développer des pratiques innovantes en sciences participatives. Et puis ça, je pense que ça a été bien reflété dans les témoignages qu'on a eus aujourd'hui. 3 objectifs. Le premier, c'est l'implication citoyenne, bien sûr, sur une question qui les intéresse. C'est ça qui est au centre de toute la démarche. Le soutien de développement de nouvelles pratiques participatives au Québec, de sciences participatives au Québec. Et tout ça, évidemment, dans une volonté de promouvoir la culture et la démocratisation des connaissances scientifiques au sein de la société québécoise. Développer carrément un lien de confiance, sciences et société, sciences et grand public. En termes de processus, donc pour cette année, le 18 septembre dernier, les citoyens avaient jusqu'au 18 septembre dernier pour poser une question. Ça a été mis sur le site web des fonds. Et à partir de là, les citoyens et citoyennes ont été invités à contacter un chercheur ou une chercheuse. Josiane a fait beaucoup de travail de ce côté-là. Quand les citoyens et citoyennes ne savaient pas trop où chercher, on les aiguillait vers des expertises qu'on croyait pertinentes pour leurs questions. Et à partir de là, les gens développent une demande, entre autres un plan qu'ils doivent déposer. La date limite du concours cette année, c'est le 10 novembre prochain. Il va y avoir une évaluation de tout ça et les projets vont être sélectionnés d'ici à février 2023. Là, c'est le processus en 2 phases, comme Marie-Pierre vous parlait tantôt. Donc, une première subvention qui dure 1 an, qui est la phase de démarrage, où vraiment c'est une phase exploratoire avec du sujet, avec le chercheur et la chercheuse. Et cette phase-là permet de mettre sur pied, puis je pense que vous l'avez bien entendu, comment ça fonctionne. C'est vraiment beaucoup d'itérations, de co-construction pour en arriver à la phase action, développer un plan, un projet de recherche en sciences participatives. Il y a une étape de présentation des projets lors d'une entrevue qui, pour s'assurer que tout se passe bien, tout se déroule bien. Comme on dit, les attentes en termes de livrables, entre guillemets, c'est vraiment, on s'attend à ce que ça fonctionne, que les gens soient motivés, puis que ça puisse bien fonctionner pour une phase d'action. Et donc, à partir de la phase d'action, la subvention, c'est 30 000 $ pour réaliser le projet de sciences participatives comme tel. Quels sont les critères d'admissibilité? D'abord, il faut être citoyen ou citoyenne. Du côté citoyen, c'est être majeur, résider au Québec, avoir soit le statut de citoyenneté canadienne ou résident permanent au Québec.
résidence permanente du Canada, mais résider au Québec, ne pas être inscrit à un programme universitaire au moment de la demande et ne pas détenir de doctorat. Comme on dit, c'est des gens qui sont des néophytes, en guillemets, en recherche, et donc ça, c'est un des critères du programme du côté citoyen et citoyenne. Pour les chercheurs, ce sont les statuts en recherche que vous connaissez qui sont aux règles générales communes, donc chercheurs, chercheuses universitaires, cliniciens ou non, cliniciens, cliniciennes, et chercheurs et chercheuses de collège aussi, c'est ouvert à les chercheurs de statut, ce qu'on appelle les chercheurs de statut 3. Autre condition d'admissibilité, il est possible de choisir un organisme gestionnaire pour gérer une partie du financement au nom du citoyen ou de la citoyenne. Donc, c'est pas obligatoire. Sont admissibles les organismes à but non lucratif, les institutions muséales agréées par le gouvernement du Québec. Ne sont pas admissibles des entreprises, des mauvaises entreprises, là, entre guillemets, qui sont au registre des entreprises non admissibles au contrat public, les organisations à but lucratif non plus, et les organisations politiques, syndicales, associations à caractère religieux ou les fondations dont la mission consiste essentiellement à recueillir et redistribuer des fonds ne sont pas admissibles non plus ici. En termes de critères d'évaluation, en fait, le duo va déposer un plan et il va être dans la demande, il va être évalué sur la qualité et le réalisme du plan. Le potentiel d'apprentissage de méthodes scientifiques, ça c'est pour la partie, ce que j'appellerais la partie citoyenne, entre guillemets, et le potentiel d'innovation dans les pratiques en sciences participatives, qui est le troisième critère. C'est sur la base de ces trois critères-là que les demandes sont évaluées. Ça fait un tour très rapide des règles, ça ne rentre pas dans les détails, les petits détails, mais on est prêt à répondre à vos questions. Moi, j'en profite pour remercier tout le monde et remercier nos panélistes pour leur généreuse contribution et leur généreuse expérience, leur témoignage qui vous permet, je l'espère, de mieux comprendre le programme. Je vais arrêter le partage pour pouvoir voir les questions, puis on pourra revenir au partage, si vous voulez, au partage de l'écran. On peut alterner en termes de questions. Là, moi, j'en ai vu une apparaître. En fait, le budget va majoritairement à l'université, mais ensuite, c'est au chercheur principal de faire une compensation vers la personne citoyenne. Donc, des fois, ça peut être facilitant d'avoir un organisme gestionnaire aussi qui nous aide à faire ce paiement-là, surtout si, par exemple, la personne citoyenne fait partie de nos PNL ou quelque chose comme ça. Autrement, peut-être, je ne sais pas s'il y a Martin ou David, si vous pouvez parler peut-être de comment on gère le financement pour s'assurer que le citoyen ou la citoyenne reçoive son dû. Je peux commencer parce que c'est assez simple. Pour moi, Richard, il ne veut pas être rémunéré, en fait. Donc, pour sa participation, il dit, moi, c'est vraiment une participation citoyenne en histoire et patrimoine. Ça fait partie de cette optique-là. Donc, il n'a pas voulu. J'ai dit, écoute, je peux même, si tu veux, je pourrais t'acheter un ordinateur, quelque chose pour compenser, t'aider à travailler avec nous, là. Il dit, non, j'ai besoin de rien. Garder l'argent pour faire d'autres activités, là, de rayonnement, embaucher des étudiants, etc. Mais il n'a pas voulu, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est assez... j'ai eu beau le convaincre, il ne voulait pas. David, oui. En ce qui nous concerne, Maryse non plus ne voulait pas. Mais comme vous avez remarqué que je suis très à diriger les gens, je lui ai imposé une partie quand même. Et donc, on a défini ensemble la somme qui était raisonnable pour elle. Et donc, on lui a versé cette somme-là, en fait, tout simplement. Mais effectivement, je la fais tellement travailler que je me sentirais coupable de ne pas lui donner quelque chose.
Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, on est en train de construire une communauté de pratique, c'est-à-dire on fait des suivis pour que les gens puissent échanger entre eux aussi. Donc, ça, si vous vous embarquez dans un duo et qu'il y a des questions par rapport à votre université en particulier ou votre établissement gestionnaire, on est toujours ouvert parce que c'est certain que c'est une dépense différente de d'autres projets de recherche. Donc, c'est à bien penser c'est quoi la manière optimale. On a quand même mis des limites aussi. Donc, une limite d'un certain montant par jour pour le travail de la personne citoyenne. Je vais y aller avec deux questions en vrac. En fait, la première question, c'est celle de Cindy Baudouin. Les fonds, en fait, vont pour la recherche. Il y a une partie qui peut être dédiée pour compenser les citoyens, bien sûr, mais ça finance, les dépenses permises sont pour la réalisation, évidemment, du projet de recherche, tant dans la phase de démarrage que dans la phase action là, comme telle. Donc, c'est pas juste de l'argent qui va aux citoyens, c'est vraiment de l'argent pour un projet de recherche qui est de sciences participatives, avec la possibilité donc, on peut engager des étudiants ou du personnel professionnel pour aider à la réalisation. Le taux de succès chez les chercheurs de collège, on aimerait bien vous en parler, mais on n'en a pas eu aller jusqu'à maintenant. Et par contre, je peux vous dire que ça va être considéré au même titre que des demandes de chercheurs universitaires. Donc, ça, de ce côté-là, je crois que cette année, on risque d'avoir un peu plus de demandes de ce côté-là, mais il n'y a pas de barrière à savoir, il n'y a pas de... comment je dirais ça, on ne connaît pas le taux de succès vu qu'on n'en a pas eu auparavant. Pas à ma connaissance, ce que j'ai vu, je suis rentrée dans le programme, moi, dans le courant de l'été, donc à moins que j'aie manqué quelque chose, mais Marie-Pierre pourra le confirmer ou l'infirmer ou on pourra vous revenir là-dessus. J'ajouterais peut-être juste qu'il y a eu un premier pilote qui était assez différent dans les règles. Donc, quand on considère des taux de succès, par exemple, en général, ça serait seulement la cohorte. On n'a qu'une seule cohorte là, qui a démarré, donc les personnes que vous rencontrez ici aujourd'hui. Donc, voilà. Puis, on a repris aussi de nos collègues parce qu'on a fait un défi de société complet sur les liens sciences et société. Donc, ça s'est retrouvé tout à la direction des grands défis de société et c'est José qui gère ces programmes-là, dont le programme Dialogue aussi, que vous connaissez peut-être en communication scientifique. Beaucoup de choses en conseil scientifique aussi, sciences en français. Là, on a un beau défi avec plusieurs programmes. Donc, on n'a pas beaucoup de chiffres et on vient juste de reprendre le programme. Là. Donc, maintenant, j'ajouterais juste que là, le temps est pratiquement écoulé. Si vous voulez des informations, des détails, n'hésitez pas à communiquer avec nous, communiquer avec moi en particulier pour poser vos questions. Ça me fera plaisir. Dernière petite question. Est-ce que le plan doit décrire à la fois la phase de démarrage et la phase d'action ou seulement la phase de démarrage? C'est surtout la phase de démarrage avec quelques mots sur la phase d'action qui est demandée. C'est sûr que le plan détaillé d'action, tant que vous l'avez vu, le projet se co-construit. Donc, on sait qu'il peut y avoir des changements, mais est-ce que vous prévoyez, oui, le détail de ce qui sera fait durant la phase d'action, ça va aller à l'étape de mi-parcours ou de bilan de la phase de démarrage. J'espère que ça répond à la question. Oui, bon, écoutez, merci énormément. Et puis, nous espérons vous voir nombreux à appliquer au programme. Et puis, merci de votre enthousiasme et merci encore une fois aux panélistes. Vous avez été très généreux et nous vous en sommes très reconnaissants.